d'oxygène pour les entreprises féminines et le secteur informel des hauts-bassins. L'État vient de lancer plus de 1,2 milliard de francs CFA pour le financement de leurs activités. Les blessés de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 plaident pour une meilleure prise en charge. Ils ont été reçus ce matin par le président du Conseil national de la transition. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis la contestation ne faiblit pas au Burundi. De violents affrontements entre policiers et opposants à une troisième candidature de Pierre Nkurunziza ont éclaté. Le pays vit au rythme de ces manifestations depuis 3 jours. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. De l'argent frais pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et le secteur informel des hauts-bassins. Le gouvernement a procédé ce matin à Bobo-Dioulasso au lancement de la première phase de décaissement des fonds destinés au développement des projets des femmes et des acteurs du secteur informel. L'enveloppe de cette première phase compte plus d'1,2 milliard de francs CFA. La cérémonie de lancement avec Kadou Romenki. Prévu pour fin avril au plus tard, c'est au 28e jour de ce mois qu'a été lancée officiellement la première phase du décaissement des fonds d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au développement du secteur informel. Pari tenu donc par le gouvernement, et pour cette première phase, plus d'1,2 milliard de francs CFA ont été débloqués pour les bénéficiaires de la région des Hauts-Bassins. Sur l'ensemble du territoire, vous savez que c'est 10,5 milliards qu'on va mettre à la disposition des femmes et du secteur informel. Cela n'est qu'un début. Nous pensons que, en tout cas pour notre part, la transition aura fait ce qu'il y a lieu de faire. Et nous avons le sentiment d'avoir fait un pas en avant et nous en sommes vraiment fiers. Un appel aux bénéficiaires. Ah oui, qu'ils prennent conscience qu'il s'agit bel et bien d'un crédit, qu'ils l'investissent judicieusement selon le plan d'affaires qu'ils ont proposé. Pour la ministre déléguée chargée du budget, la sélection des bénéficiaires s'est faite sur la base de l'intérêt et de la viabilité des projets proposés. Le comité en charge de l'examen des crédits était obligé d'aller dans toutes les 13 régions du Burkina Faso pour examiner dossier par dossier, s'assurer d'abord que le projet existe, que les acteurs sont sur le terrain et qu'ils apportent une quelconque contribution à la lutte contre la pauvreté au niveau du Burkina Faso. Pratiquement tous les ministères concernés, comme on aime le dire, ont vraiment mouillé le maillot 24 heures sur 24 afin que ce soit une réalité. Vraiment, je ne saurais exprimer la joie qui m'anime ce matin. Je prends l'engagement au nom du président des différentes associations du secteur informel que nous allons travailler en bonne intelligence pour pouvoir rembourser les prêts. C'est le même engagement pris ici par la représentante des bénéficiaires de l'entrepreneuriat féminin. Un engagement qui permettra aux autres de pouvoir également bénéficier de ces prêts lors des autres phases à venir. Après 24 heures de réflexion sur la problématique du financement des petites et moyennes entreprises et des industries, les participants à la 14e rencontre gouvernement-secteur privé ont formulé plusieurs recommandations. Au premier rang de ces propositions, la création d'un département en charge des PME-PMI, la clôture des travaux avec Maxime Zongo. 5 recommandations fortes ont été formulées. La création d'un département spécifique chargé des PME et PMI, la poursuite des actions déjà engagées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, l'accélération du processus d'adoption de la charte des PME et PMI, le renforcement des capacités d'intervention de la société financière de garantie interbancaire du Burkina et enfin l'intensification de la lutte contre la fraude. Je voudrais surtout rassurer les acteurs du monde des affaires que le gouvernement va se pencher beaucoup en profondeur sur toutes les préoccupations qu'ils ont posées et nous allons prendre donc des mesures, en tout cas pour le suivi, la mise en application et la mise en œuvre de toutes les recommandations qui ont été faites. Le bilan que je tire, c'est que c'est un bilan positif. Vous savez que lorsque le gouvernement de transition dit qu'il va poser des actes, bien sûr, c'est des actions qui vont être, bien sûr, un référentiel
C'est des sillons, comme on le dit, que nous allons tracer pour ce qui va suivre. Le gouvernement, qui a également exprimé ses préoccupations, a surtout souhaité que le secteur privé prenne des engagements fermes également, notamment au niveau du civisme fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude en leur sein. Ce que nous retenons des échanges, c'est la réaffirmation du rôle que le gouvernement de transition accorde au secteur privé, donc le soutien souhaité par les entreprises pour le financement de leurs projets. Le gouvernement a été à l'écoute des opérateurs économiques. Je pense que son Excellence, le Premier ministre, a pris la résolution de régler certaines questions qui sont essentielles pour les acteurs du monde économique. Par exemple, pour ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises, il nous a promis de mettre en place dans les meilleurs délais, si possible même, pourquoi pas un ministère chargé uniquement des PME et PMI. Les engagements des uns et des autres sont très salutaires et nous soutenons beaucoup ces échanges, ces assises qui permettent aussi à l'État de comprendre quelles sont les difficultés du secteur privé. Les deux parties qui se félicitent d'avoir pu respecter ce rendez-vous annuel malgré un contexte particulièrement difficile ont promis d'entretenir de façon permanente ce cadre de dialogue qu'elles estiment très porteur. Les blessés de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 ont été reçus aujourd'hui par le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Sur la situation des blessés qui demandent une meilleure prise en charge. Nathalie Savadogo. Ils ont longtemps attendu ce jour. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre sont enfin reçus par le président du Conseil national de la transition. Ils ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent dans leur prise en charge et sollicité l'accompagnement du Conseil national de la transition. Nous avons eu des besoins que nous n'avons pas pu non seulement avoir du côté sanitaire, il y avait un problème, on avait des personnes qui non seulement nécessitaient qu'ils aient une évacuation qui n'a pas eu lieu, et sauf dernièrement, et avec justement les actions qui ont été menées et avec un peu les réclamations que nous avons eu à faire, certaines personnes se sont mobilisées et ont pu faire partir, par exemple, le petit Abbas sur le Maroc pour être opéré. Et actuellement, je crois qu'il est en train d'être opéré. Et parmi nous, il y a des blessés qui attendent aussi d'être opérés. Et que nous allons lutter toujours pour que ces personnes aient les soins nécessaires. Ils ont par ailleurs sollicité des laissez-passer pour accéder aux différents centres hospitaliers. Aujourd'hui, cette association des blessés de l'insurrection compte 600 membres sur toute l'étendue du territoire national. Les députés de la transition veulent mieux connaître les réalités de l'exploitation de l'or avant d'entamer la relecture du code minier. Des députés membres de la Commission des affaires sociales et du développement durable ont à ce titre visité la société minière Ayam Gold SA. La mine d'or d'Essakane dans le Sahel est l'une des plus importantes du pays. Bernard Diasso. Cette sortie de terrain vise à mieux appréhender les conditions d'exploitation des entreprises minières pour mieux défendre le projet de loi relatif à la relecture du code minier à la prochaine session des lois du CNT. Ces ouvriers d'une matinée ont visité la fosse d'extraction du métal précieux et échangé avec le personnel afin de mieux cerner leurs conditions réelles de vie et de travail. Une lecture de ce qu'ils posent comme préoccupation et voir qu'est-ce que nous allons proposer au niveau du code minier. Je reste toujours sur ma soif. Voilà, parce qu'il y a des endroits que j'aurais voulu voir et en témoigner un jour. Une visite saluée par le premier responsable de la société minière qui a aussi souhaité la réduction du prix des hydrocarbures pour les entreprises minières. On veut un code qui va nous permettre de demeurer compétitifs. On veut un code qui va tenir compte des problèmes associés à l'exploitation minière présentement au Burkina Faso, dont, entre autres, la taxe, la TVA sur le gazole pour les minières. Vous savez, les minières paient le gazole plus cher que les gens à la pompe. Au terme de cette visite, les députés du CNT repartent édifiés et entendent amender le code minier dans un esprit gagnant-gagnant
aussi bien pour les populations riveraines, la nation entière, que pour les investisseurs miniers. Permettre aux sociétés minières, non seulement qui sont déjà installées dans notre pays, de continuer d'exercer leur activité, de nous apporter des recettes au niveau du budget, mais également permettre à d'autres sociétés qui voudraient bien s'installer au Burkina Faso de pouvoir venir s'installer. Mais, je dis, nous ne pouvons pas perdre de vue les intérêts de notre peuple. Conformément à ces missions consignées dans la Constitution et dans la Charte, le CNT contribue entre autres à la préservation de l'environnement et à la promotion d'un développement humain durable. Le paysage médiatique burkinabé s'agrandit avec l'arrivée de 6 nouvelles sociétés de radiodiffusion sonore et télévisuelle. La signature de la convention entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs d'entreprises de presse a eu lieu ce matin. Le Conseil supérieur de la communication a aussi procédé au renouvellement des autorisations de 40 structures. Amandine Lalsaga. 5 éditeurs de services télévisuels commerciaux et un promoteur de radiodiffusion reçoivent ici autorisation d'exploitation de fréquences pour une durée de 10 ans, conformément à la nouvelle législation. Le Conseil supérieur de la communication a dans la foulée renouvelé les contrats de 39 promoteurs de radiodiffusion et d'une chaîne de télévision. L'occasion est opportune pour l'organe de régulation des médias de rappeler les textes en vigueur. Les règles d'éthique et de déontologie doivent-elles être scrupuleusement respectées dans vos organes? Je voudrais une fois de plus vous rappeler la nécessité absolue du respect des principes de pluralisme et d'équilibre dans le traitement de l'information électorale pour une campagne apaisée. Je souhaite que le traitement de l'information en cette période particulièrement sensible soit le plus professionnel possible afin d'éviter que les médias ne soient la cause d'éventuels troubles à la paix sociale. Pour la bonne marche de leurs activités, les promoteurs de sociétés de radiodiffusion ont souhaité un allègement des charges qui pèsent sur leurs entreprises. Nous souhaitons que les réductions obtenues sur les redevances de l'ARCEP et du BBDA s'étendent aux factures d'électricité de la Sonabel, qui constitue pour nous de lourdes charges susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des radiodiffusions. Dans nos propositions contenues dans le mémorandum de 2006, nous avions souhaité déjà que la tarification ne soit pas progressive pour les organes de presse. En clair, que soit appliqué le seul tarif de base. Avec le report du basculement vers la TNT, la télévision numérique terrestre, les promoteurs ont exprimé leur inquiétude. Ils ont cependant souhaité l'accompagnement du CSC pour une presse libre et professionnelle. C'était l'un des points essentiels des objectifs du millénaire pour le développement. L'éducation pour tous en 2015 ne sera visiblement pas atteinte dans la quasi-totalité des pays africains. La coalition nationale pour l'éducation pour tous s'active afin que la nouvelle échéance, à savoir 2030, soit respectée. Elle organise pour ce faire une semaine mondiale d'action pour l'éducation. Des détails avec Draman Guéné. La 15e semaine mondiale d'action pour l'éducation se fixe une autre échéance, celle de 2015 à 2030 pour l'atteinte du droit à l'éducation pour tous après l'échec des objectifs de 2000 à 2015. Une semaine de réflexion organisée au Burkina Faso par la coalition nationale pour l'éducation pour tous du 27 avril au 7 mai 2015. Notre rôle dans la Semaine mondiale d'action, c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs de l'éducation, de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des questions éducatives, de prendre conscience des vrais problèmes qui se posent et de s'investir chacun à son niveau de participation possible pour que ce qui ne marche pas aujourd'hui puisse avancer et être résolu. Et que aussi les résultats qu'on a atteints, qu'on puisse au moins les améliorer. Malgré l'adoption du continuum éducatif, la coalition déplore un faible taux de scolarisation au Burkina Faso. Un continuum qui est à distinguer selon elle du droit à l'éducation pour tous. Si le continuum devait effectivement être apprécié, c'est sur la base de la possibilité d'atteindre les objectifs de l'éducation pour tous. Alors nous avons constaté
que cela n'est pas le cas. Nous avons vu la politique du continuum qui, aujourd'hui, piétine, et même ses propres initiateurs sont d'avis aujourd'hui qu'il y a problème. Plusieurs activités sont prévues à Ouagadougou au cours de cette 15e semaine d'action pour l'éducation. Il s'agit entre autres d'une marche-meeting à la place de la Révolution le 4 mai et d'un forum national sur le bilan de l'éducation pour tous le 6 mai. C'est une tournée dite de remerciements et de mobilisation des populations du centre-ouest. L'Union pour le progrès et le changement UPC a rencontré les militants de Nadiala et de Kokologo. Les responsables du parti ont appelé les populations à faire davantage confiance à l'UPC pour les scrutins qui pointent à l'horizon. Jonas Wemba. La délégation du Bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC communique à présent avec les militants et sympathisants du parti dans la province du Boulké-Mdé. Venu remercier la base pour son soutien lors des élections législatives et municipales de 2012, lesquelles élections ont fait du parti du Lion la première force politique de l'opposition jusqu'en octobre 2014, Zéphirin Diabré, président de l'UPC, s'est dit porteur d'un message du vrai changement au Burkina Faso. Il a par ailleurs salué la mobilisation et demandé aux militants de toujours se munir de leur carte d'électeur. Même ton chez Henriette Zoumbare, correspondante provinciale du parti dans le Boulké-Mdé. Nous affûtons quand même nos armes pour les échéances à venir. Et l'échéance capitale pour nous, c'est le 11 octobre. Donc nous voulons quand même que la population du Boulké-Mdé reste constante. Parce que le vrai changement que nous réclamons et que nous souhaitons de tous nos voeux, c'est en accordant la majorité à notre candidat à l'Assemblée nationale que ces changements auront lieu. Les populations de Nandiala et de Kokologo, où se déroulent les présents échanges, par la voix de leurs représentants, tout en mettant en garde les premiers responsables du parti quant au respect des promesses faites, ont réitéré leur ferme engagement à rester mobilisés pour des victoires électorales futures du parti. Du 28 avril au 4 mai prochain, les opérateurs de kits de la CENI seront dans les régions de l'Est et du Centre-Est pour l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Une forte participation des populations au processus électoral, c'est ce que souhaite le M21. Le mouvement a initié une tournée de sensibilisation dans la région de l'Est. Diakalidia Ouattara. La réussite de la transition et des élections du 11 octobre prochain incombe à tous les Burkinabés, ont dit les responsables du M21 à l'entame de ce meeting. Et le rôle du M21, après son implication dans la chute de l'ancien régime, selon les termes de son président, c'est de donner la bonne information en vue d'une inscription massive des populations sur les listes électorales. Tant qu'on n'a pas le premier élément des élections qui est la carte d'électeur, c'est peine perdue. On ne peut pas voter. Le vote au Burkina est devenu un droit. Le message essentiel, c'est de se faire enrôler. C'est d'avoir la carte d'électeur. Nous sommes là pour dire à la population d'être vraiment vigilante, de ne pas encore garder l'ancienne assertion, à savoir que j'ai ma carte ou pas, on connaît le candidat, on connaît le président, on connaît celui qui va gagner. Ce meeting de Fada est la première étape d'une tournée de Marcel Tankondo dans la région de l'Est. L'Alliance pour refonder la gouvernance au Burkina Faso, ARGA, a livré à la presse ce matin les résultats des travaux du premier forum multi-acteurs tenu les 5 et 6 mars à Ouagadougou. La construction d'impact national pour les réformes demeure l'une des plus importantes recommandations formulées à l'issue des travaux. Le point avec Yolande Lompo. Dans cette salle, les hommes de médias prennent connaissance des résultats des travaux de la première édition du forum multi-acteurs tenu en mars dernier et consigné dans ce cahier. Un cahier qui renferme 15 propositions pour engager un processus inclusif de réflexion et d'action de transformation institutionnelle, politique et économique du Burkina Faso. Contribution de ARGA Burkina, ces propositions seront transmises aux autorités de transition et à la Commission de réconciliation nationale et des réformes comme support de réflexion. L'une des grandes recommandations effectivement du processus d'élaboration de ces propositions a été, en tout cas, que ce soit au niveau du forum ou avant le forum, qu'il fallait effectivement construire ce que nous avons appelé une sorte de pacte national pour les réformes. Nous avons pensé que les organisations de la société civile pouvaient déjà, si elles s'engageaient,
commencer à jouer le rôle de veille citoyenne pour que, si les partis politiques s'engagent effectivement à la mise en œuvre des propositions de réforme, qu'ils puissent respecter leur engagement. Le dit document, qui sera également mis en débat au niveau national et dans les collectivités territoriales, a été conçu grâce à l'appui financier du projet de renforcement de la gouvernance politique en collaboration avec le PNUD et les fonds TICAD de la coopération japonaise. Dans les infirmeries militaires, on affûte les armes pour défendre les populations en cas d'attaque du virus Ebola. Une session de formation sur la prise en charge et la prévention de la maladie à virus Ebola est organisée à l'intention du personnel de santé des armées. La session de renforcement des capacités qui a débuté hier va concerner toutes les régions militaires. Aruna Mari. Ils se forment pour mieux riposter contre une éventuelle menace de la maladie à virus Ebola. 4 jours durant, ce personnel de santé des forces armées nationales, venu des premières et troisièmes régions militaires du pays, va renforcer ses capacités sur différents modules de formation sur la prise en charge de la maladie à virus Ebola. Les forces armées étant une entité particulière et organisée, il nous est paru indispensable que l'on puisse dispenser cette formation-là au service de santé de ces forces armées afin qu'elles puissent, en temps opportun, pouvoir avec nous travailler à ce qu'on puisse riposter comme il se doit vis-à-vis d'une éventuelle épidémie à virus Ebola. Cette session de formation, qui bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers, est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et celui en charge de la Défense. Cette formation vient encore préciser le rôle du service de santé des armées au niveau de la lutte contre les épidémies d'une façon générale au Burkina Faso. Nous travaillons totalement en symbiose avec le ministère de la Santé. Il existe même un comité national de gestion des épidémies où la direction centrale du service de santé est impliquée. Les participants sont invités à être assidus afin de mieux capitaliser les acquis de la formation. Après ce premier groupe, une autre session est prévue pour la deuxième vague la semaine prochaine. Mieux se former pour mieux prendre en charge les patients, c'était l'objectif des 4e journées d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence du Burkina. 11 sessions thématiques ont permis aux médecins et spécialistes de la santé de faire un diagnostic complet de leur domaine d'activité. Sur la liste des prescriptions figure la mise en œuvre de la checklist de l'OMS. Des précisions avec Nathalie Savadogo. Les anesthésistes, réanimateurs et médecine d'urgence du Burkina Faso sollicitent l'accompagnement du ministère de la Santé pour mettre en œuvre la checklist de l'OMS dans les blocs opératoires. La checklist est une nouvelle précaution chirurgicale qui permet de réduire le taux de mortalité pendant les interventions chirurgicales. La checklist de l'OMS qui, pour une fois, ça ne demande pas vraiment des grands moyens matériel, mais vraiment la volonté. Et avec le minimum que nous avons dans nos blocs opératoires, nous pouvons réellement assurer la sécurité du patient. Cet outil est d'une efficacité telle que les essais préliminaires en 2009 ont montré une diminution de la mortalité après chirurgie de moitié. C'est énorme. Nous avons ébaucher les bases pour définir une stratégie au niveau du Burkina qui permettrait de mettre cela en œuvre. À ce rendez-vous du donner et de recevoir, les congressistes ont réalisé 5 ateliers qui sont, entre autres, la manutention du traumatisé, la transfusion sanguine et le massage cardiaque. On sent qu'il y a une forte demande de formation, une forte demande de prise en charge. Ça se voit dans les ateliers. On peut prendre un nombre limité. Le nombre de personnes qui viennent frapper à la porte et qui ne peuvent pas rentrer, c'est important. Donc, s'il y a une possibilité, c'est faire en sorte qu'à l'avenir, ces journées soient étoffées, qu'on puisse les multiplier. Cette 4e journée d'anesthésie, réanimateur et de médecine d'urgence a regroupé plus de 350 participants. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, de la France et de toutes les régions du Burkina Faso.
Les congressistes envisagent d'identifier des formations sanitaires pilotes, publiques et privées, pour mieux expérimenter la checklist de l'OMS. Les responsables coutumiers et religieux de la région du Centre-Est invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la pratique de l'excision, ces leaders d'opinion ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'éradication du fléau. Daniel Kambou. C'est une rencontre d'interpellation. Ces leaders d'opinion, au regard de leur place qu'ils occupent dans leur communauté, sont appelés à peser de tout leur poids afin d'amener les auteurs à mettre fin à cette pratique qu'est l'excision qui remet en cause l'intégrité physique, psychologique et même sociale de la femme. Ça nous offre d'abord l'opportunité d'engager un dialogue avec ces chefs coutumiers et religieux, de comprendre un certain nombre de choses et également de les outiller en ce qui concerne toutes les informations concernant les conséquences de la pratique de l'excision. Enfin, à travers les débats, les échanges que nous allons avoir avec eux, ça nous permet d'orienter nos actions sur le terrain. Et nous voudrions qu'à la fin également, c'est que nous puissions repartir confiants de leur engagement à nous accompagner dans nos actions sur le terrain. Malgré donc la prise de mesures fortes, notamment la mise en place d'une loi, la mutilation génitale de la fille est restée toujours monnaie courante dans nos communautés. Le taux de prévalence est estimé à 49,55% au plan national et la région du Centre-Est occupe le 4e rang avec un taux estimé à plus de 56%, d'où cette action qui pourrait être capitale pour atteindre des résultats. L'atelier, en tout cas, nous ouvre encore d'autres portes afin de continuer à sensibiliser les femmes, les exciseuses au niveau des villages. Donc, ce qu'on peut faire, malgré le vote de la loi, à l'ADP, il vaut mieux toujours continuer à sensibiliser et continuer à mettre des garde-fous, en tout cas dans les villages, en mettant en place des comités. Ces responsables religieux et chefs coutumiers de la région du Centre-Est sont donc appelés à jouer leur rôle afin d'aider à venir à bout de ce fléau. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.